J'ai une question à vous poser sur le modèle Optimode, par exemple. IBM n'est pas une société philanthropique. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Qui est-ce qui va payer? Parce que Mhm. c'est gratuit pour les usagers, en fait. Donc, quel est le modèle d'affaires, en fait, qui est derrière? D'accord. Alors, donc notre modèle de business dans les villes intelligentes qui reste aujourd'hui une mission transverse, hein. Donc, ce n'est pas une entité par elle-même, c'est vraiment une mission transverse qui correspond d'ailleurs bien à la transformation numérique que j'évoquais au début. C'est-à-dire que la structure, le matériel, le logiciel, le service explose par rapport à cette révolution. Notre modèle économique sur les villes intelligentes, c'est que nous soyons présents dans quelques métropoles. Je vous ai cité Madrid. Madrid, c'est un vrai projet. Il y a une dépense. On démontre à la collectivité. Les 4 derniers que je vous ai montrés sont des projets qui ne sont plus des projets de recherche. C'est des appels d'offres, on les a gagnés et on déploie ça. Néanmoins, on ne couvrira jamais les 36 000 communes, ce n'est pas notre métier, et on n'a pas la capacité de le faire. Et donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on fait, c'est que je passe moi 2 tiers de mon temps avec des entreprises industrielles qui, elles, travaillent avec les collectivités. Donc, on a passé un accord avec Transdev. Donc, je vous donne quand même le nom de l'accord qu'on annoncera le 19 octobre. C'est avec Veolia. Donc, avec. Pardon? Novembre. C'est avec Veolia, qui d'ailleurs a déjà gagné la délégation de l'eau à Lyon en intégrant nos outils Intelligence Operation Center. Sinon, ils ne pouvaient pas répondre à la consultation en termes de transparence et de pilotage du réseau. Et donc ça, c'est un autre modèle qui consiste à utiliser des briques. Et après, c'est Veolia qui commercialisera dans le monde leur solution intégrant des briques IBM. Donc voilà le modèle. Néanmoins, vous voyez qu'il y a quand même des territoires. Et ça, je dirais, c'est la remarque un peu en France. Et vous avez cette mission et le groupe Miroir de vendredi matin, vous en parlerez certainement. Euh, je pense que vous avez aussi la mission d'inciter les collectivités à basculer dans le réel maintenant. Je pense qu'on a acquis la maturité pour passer à des vrais projets et à pouvoir consulter. Mais ce qui est difficile, c'est des consultations transverses. Ça veut dire que si on laisse consulter le patron du transport, si on laisse consulter le patron des risques et si on laisse consulter le patron de l'eau, chacun va continuer à aller chercher les cabinets d'ingénierie qu'il connaît, à faire une AMOA, puis demain. Or, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de faire du transverse pour donner justement à la collectivité l'accès de ces données, de pouvoir corréler des données et de créer de nouveaux usages. Alors, effectivement, je partage quasi 100% de l'analyse, en tout cas, puisqu'elle correspond à peu près à celle que nous avons, hein. On sent bien qu'il y a tout à fait corrélation entre la stratégie qui s'est adaptée, hein, c'est bien, c'est toujours bien de s'adapter en stratégie. Mais par rapport aux exemples qui sont cités, moi je ferai la distinction entre, par exemple, une collectivité effectivement qui va mettre en place un service de gestion des données transverse, comme vous l'avez évoqué, où là, IBM se positionne en prestataire ou en DSP, enfin, quelle que soit la forme juridique, peu importe, hein. Il y a bien une action de service et de partenariat qui va être créée. Et puis, d'intervenir avec un partenaire, derrière un partenaire, comme Transdev ou comme Veolia, qui lui, Veolia, va répondre uniquement à un marché de l'eau. Parce qu'il y a une demande particulière de la collectivité, par exemple, sur la gestion de l'eau, une meilleure gestion de l'eau. Donc, à la fois, soit on est neutre jusqu'au bout, soit on est neutre selon les marchés effectivement qui sont lancés, et puis soit on n'est pas neutre selon les marchés qui sont lancés d'une autre façon. Et c'est ça la difficulté évidemment pour les collectivités, c'est que l'acteur neutre, évidemment, n'existe pas. Chacun essaie de jouer sa partition dans un montage économique et les collectivités aussi, quelque part, hein. Elles essaient de retrouver, vous l'avez dit très clairement, à titre d'élu, hein, d'avoir une efficience des systèmes publics de manière à économiser de l'argent. Aujourd'hui, c'est vraiment ça quand même l'un des grands vecteurs réels. Mais dans cette neutralité, il y a vraiment une difficulté à appréhender ce type d'acteurs qui finalement ne sont pas neutres par rapport à la gestion de l'eau, puisque Veolia, avec M2O, ont des réseaux spécifiques, proposent aussi peut-être de la gestion de données, hein, et pas forcément systématiquement avec IBM, même si on est partenaire, ça peut être aussi avec un Absolument, autre acteur. c'est pas Voilà. univoque. ERDF a rencontré les collectivités récemment
et qui s'est proposé d'être tiers de confiance dans la gestion des données pour l'ensemble des collectivités. Donc voilà, c'est un tiers de confiance, c'est un positionnement. Et donc, d'autres acteurs font ça. Donc, moi, je vois bien qu'il y a un enjeu, et ce que vous avez bien perçu probablement dans cette stratégie, dans votre stratégie, c'est que les collectivités seront forcément à la maîtrise de tout ça, obligatoirement. Et qu'il faut trouver le compromis entre l'efficience du service public, les modèles économiques pour le secteur privé et le contrôle malgré tout de tout ça par le secteur public et par la souveraineté locale et nationale. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, qui est essentiel. Après, sur la différence, sur les modèles de contrat, peut-être, soit c'est un marché de services, c'est spécifique. Une délégation de services, c'est différent, parce qu'il y a un contrat qui est un peu plus, qui peut être, modifié au fur et à mesure des années. Donc ça peut être une gestion plus souple. Tout se calcule. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les collectivités, et avec toutes les utilités que vous avez montrées, je suppose que si les collectivités y sont toujours dans ces utilités où elles se sont lancées dedans, c'est qu'elles avaient fait probablement une analyse d'une espèce de retour sur investissement. Nous, ce qu'on constate à la FNCCR, c'est qu'il n'y a pas un retour sur investissement sur tout. Il faut bien être conscient des sujets qu'on va essayer de numériser, qu'on va essayer d'affiner finalement la politique avec le numérique, parce que ça nécessite des investissements. Il faut financer des réseaux de télécom, il faut financer des objets communicants, et il faut financer derrière des systèmes de data. Donc tout ça a un prix. Et si ce prix coûte plus cher que les économies, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Il faut rester simple à ce moment-là. Donc il y a la nécessité pour les collectivités, là ça ne concerne pas effectivement les acteurs privés, mais il y a la nécessité pour les collectivités de s'assurer qu'il y a un retour sur investissement en partenariat avec ces acteurs. Pourquoi pas. Donc là, il y a un autre sujet. Donc j'ai la chance d'animer le groupe des villes intelligentes au Syntec numérique, où on a fait un baromètre des villes numériques. Vous trouverez sur le site du Syntec ou dans Internet. On a fait 2013-2014. Et en fait, ça va, ce que vous évoquez, heurter un autre souci qui est le problème des compétences. C'est-à-dire que on parle toujours de Lyon, Nice, Paris c'est plus compliqué, c'est une capitale, donc c'est toujours plus compliqué. Mais c'est quand même, quand on parle de ces villes-là, ils ont des gens derrière. Ils ont des compétences, ils ont des patrons du numérique, des directeurs informatiques, des machins. Mais dès qu'on descend, il n'y a plus personne. Moi, quand j'ai été élu en avril, il n'y a même pas un responsable informatique à Villeneuve-Jean-sur-Marne. On avait 2 prestataires habitants, et après, on travaillait avec un syndicat qui s'appelle Infocom, qui nous donnait une prestation. Et donc, c'était même pas la peine de penser lancer un projet. Il n'y a même pas personne à la maison, quoi. Donc, on en est là. Donc, voilà. Et c'est une ville de 30 000 habitants. Alors, c'est vrai que Paris, c'est un peu particulier parce qu'on est tellement imbriqué dans le CEDIF, le SIAP, le machin, des syndicats qui nous servent. C'est dans une ville moyenne en province, c'est pas le même cas. Mais néanmoins, il y a un vrai problème de compétences. Parce qu'encore une fois, cette transformation numérique qui pose problème aux entreprises, aujourd'hui, pour elles-mêmes, aux entreprises standards, quel que soit leur métier. Prenons le cas, je prends ce cas-là, parce que ce cas-là est symptomatique. Le cas de l'hôtellerie. D'accord ? 80% des places des hôtels Accor sont aujourd'hui réservées par Booking.com et TripAdvisor, qui demandent entre 17 et 20% de marge pour faire ça. Par contre, l'hôtel est très content puisqu'il est complet, sauf que derrière, il y a quand même des dames ou des hommes qui font les lits, qui nettoient, etc. Et la marge s'en va dans le tiers, qui impose la loi et qui impose aujourd'hui quasiment le prix d'appel de l'hôtel. Donc le numérique a complètement désintermédié ça. Dans le transport, vous connaissez sûrement l'application Uber, qui est en train de mettre en l'air les taxis, le transport en demande, etc. Voilà, donc il y a vraiment des sujets de fond qui sont en train de se passer. Et il faut que les collectivités, ça c'est le rôle du Syntec numérique, il faut qu'on aide les collectivités à former des gens assez vite
et à avoir une gouvernance transverse dans les collectivités pour pouvoir affronter ces sujets. Parce que le directeur informatique, souvent, on lui a dit qu'il fallait dépenser 20% de moins l'année prochaine, comme d'hab, et donc il va acheter le dernier truc qui va arriver pas trop cher dans un coin. Sauf que tous ces trucs pas trop chers dans un coin, ils parleront jamais ensemble. Et donc on recrée un overhead d'organisation, de gestion, de machin. Donc il faut un patron d'innovation, il faut un patron du numérique dans les collectivités. Donc vous évoquiez tout à l'heure la partie à quel niveau il faut se situer. Métropole, c'est sûr, c'est bon. Après, pour le reste, la région, quelque chose qui ressemblerait à un département. Paris, c'est différent. Oui. Alors on parle de département, on parle de communauté de communes dans le cas rural. Enfin bon, on verra comment on finira avec tout ça. Mais en tout cas, oui, peut-être c'est... Parce que c'est vrai qu'une commune de 25 000 habitants en province, c'est trop juste, quoi. Elle n'a pas les moyens. Encore une question? Mais moi, je voulais poser ma question depuis très longtemps et je profite de mon autorité d'organisateur pour différer ta prise de parole, si je permets, Jean-René. Moi, j'avais une interrogation, une petite objection sans doute à vous faire, à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on comprend bien que ces réseaux qui produisent de la donnée et qui, en retour, peuvent être ajustés par le traitement de ces données-là, sont une formidable capacité aujourd'hui, grâce aux instruments que vous développez, à être optimisés. Et être optimisés segment par segment, domaine par domaine, et intégrer mutuellement les uns aux autres. On le voit bien dans le cas que vous avez montré sur Cagnes-sur-Mer, avec donc l'information sur le taux de remplissage des poubelles et la circulation. Voilà. C'est des Nice, mais sur l'image, on voyait. Voilà. Mais donc, tout ça, j'ai l'impression, cette intégration ne peut s'opérer que parce que finalement, on a affaire à des services en réseau, ou du moins des services qui fonctionnent sur la même logique, à savoir qu'il s'agit toujours d'optimiser en temps réel l'usage des contenants par rapport au contenu, des tuyaux par rapport à ce qu'il les traverses, des infrastructures par rapport aux véhicules qui les empruntent, etc. Et donc finalement, on est dans une culture, enfin ici on est dans une salle qui est héritière, enfin qui est dépositaire de l'héritage saint-simonien du corps des ponts et chaussées. Donc on voit bien la logique la culturelle intégratrice préalable à ces raisonnements-là. En revanche, ça peut produire des externalités qui ne sont pas forcément optimisables à travers les instruments que vous déployez. Je vais prendre l'exemple de la ville d'Abidjan que vous avez commencé par présenter. Donc, vous avez donc permis d'optimiser le réseau de transport public. J'imagine que, alors, je ne parle pas de ce cas d'espèce particulier, je m'en saisis comme d'un cas d'école. Vous avez obtenu une espèce de double courbe de Gauss avec un trafic un peu plus élevé le matin, un peu plus élevé le soir. Vous avez cherché à raser les pics de congestion et vous avez sans doute conduit à supprimer certaines lignes, certaines dessertes à certains moments de la journée où les bus étaient sous-occupés. Or, quand on est une collectivité... je vous réponds. Je termine juste sur mon exemple, j'en ai pour 5 secondes. Or, ces bus peuvent être empruntés par 5 agents d'entretien et 3 infirmières qui vont avoir un rôle essentiel pour le fonctionnement du territoire urbain en question. Comment les instruments que vous mettez en place sont-ils capables d'intégrer ces éléments-là qui sont externes à la logique de bonne allocation? Alors moi, je vous réponds très simplement et très facilement. Voilà. Un, c'est à l'autorité locale de prendre sa décision. Et deux, ce qu'on offre, c'est la transparence de ce qui existe. Ensuite, si Abidjan considère qu'il faut absolument garder cette ligne, il le saura en pertinence du fait qu'elle est utilisée 2 fois par jour par 2 personnes. Mais qu'il fallait le faire, parce que sinon, ces personnes ne pourraient plus ne plus venir. Mais jusqu'à maintenant, elles ne savaient pas. Au moins, ils ont l'information, ils peuvent prendre leurs décisions. Donc l'idée, c'est d'éclairer l'information. Après, la collectivité locale, et c'est des débats permanents sur le train en France. On sait très bien qu'il y a des lignes déficitaires. On les garde pas. C'est un problème de politique du territoire, enfin d'aménagement du territoire. Ça dépasse largement tout ça. L'important, c'est de donner les outils à la collectivité pour prendre la bonne décision. Et après, cette bonne décision, elle n'est pas automatiquement économique. Elle peut être tout autre. Mais en tout cas, il y a les outils pour prendre la décision. Alors,
j'ajouterais que ça illustre l'intérêt justement de la gouvernance politique de ces régies de données. Et ça conforte le modèle à ce que justement, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision économique qui est prise. Quelquefois, elle a une racine économique, mais pas toujours. Exemple, parce que là, l'exemple qui a été pris, c'est un exemple qui concerne finalement un sujet lui-même, sur lui-même, une amélioration d'un service par rapport à lui-même. Mais une régie de données sur Paris est en train d'essayer, en tout cas la tentative de créer une régie de données sur Paris, c'est pour pleine commune de, par exemple, d'arriver à fixer de la population entre 17 et 19 heures sur la commune, de manière à ce que cette population ne prenne pas sa voiture et ne parte pas sur les routes et les rues qui font quitter les personnes de ces communes. Problématique, c'est qu'il y a beaucoup de sièges de grandes sociétés qui sont sur pleine commune et qui finalement ne vivent pas sur la commune. Or, ça crée des problèmes dans le transport, dans les réseaux de transport. Et l'une des solutions qui a été imaginée par ceux qui travaillent sur l'analyse, c'est d'essayer de fixer ces populations dans des événements culturels. Donc pièces de théâtre, cinéma. Ça veut dire qu'il faut changer probablement les horaires de départ des pièces de théâtre et des séances de cinéma pour essayer d'inciter la population à aller au cinéma peut-être à 18h en sortant du travail ou 18h30 au lieu d'y aller à 20h. Et finalement, essayer de gérer un flux d'une autre façon. Alors, vous me direz, et le libre arbitre dans tout ça, mais dans ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre dans tout ce qu'on fait? Donc il y a vraiment une gestion qui s'opère, qui peut s'opérer en croisant des données et en ayant des politiques publiques qui là vont se complexifier. Avec la complexité, il faut toujours être prudent, parce que plus c'est compliqué, plus c'est fragile. Donc il faut être prudent. Mais on voit bien qu'il y a manifestement des retours sur investissement à trouver dans la valorisation du big data. Vous avez évoqué la question de l'intermédiation type Booking.com. Ça me paraît une question très importante. Moi, j'ai un peu l'impression que si Google a racheté Nest, c'est pour intermédier EDF. Hein? Et pas que EDF. Et pas que EDF. Ce que vous n'avez pas précisé, c'est qu'il coupe l'hôtel de sa connaissance des clients. Ah mais oui, non, mais c'est sûr. Il garde toutes les données pour lui et l'hôtel n'accède plus à... Et aujourd'hui, en tant que citoyen cette fois-ci, je suis plus IBM, mais en tant que citoyen et qu'élu, moi je m'élève contre Waze, même si ça peut se rendre service à un moment donné. Parce que quelque part, c'est vraiment avancé masqué. Je veux dire, on vous raconte c'est gratuit, mais c'est pas gratuit du tout. C'est gratuit parce qu'on est 87% ou 88%, je crois, en France, à utiliser un moteur de recherche sur lequel on donne tout. Et comme on évoquait ce matin, on avait une réunion avec le président d'IBM, on disait, si vous êtes une personne et que pendant 5 jours, vous avez surfé sur Google pour chercher tous les sites qui parlent de cancer du sein, c'est que vous avez probablement un cancer du sein. Et Google le sait. Donc, c'est ça vers lequel on va. Et quelque part, on fait cadeau de cette donnée parce qu'on se dit c'est gratuit. Donc, la gratuité est un piège. Je suis commercial depuis 30 ans. Je peux vous assurer que quand on vous donne quelque chose, c'est un piège. Il faut que les choses soient payantes. Et l'open data est un piège. Rien n'est gratuit. Il faut que les gens trouvent leur intérêt. Donc, la donnée brute totalement ouverte ne sert à rien. Il faut aller à une information qui a de la valeur et qui a été traitée. Et donc, il faut que quelque part, quelqu'un ait mis de la valeur. Alors, soit cette valeur est payée par la collectivité, soit elle est payée par l'ensemble des citoyens, soit elle est payée par l'usager, soit elle est payée par le prestataire qui le fait. Mais la gratuité est un piège. Voilà, je ferme ma parenthèse personnelle, je dois dire. Sur le compteur communicant, en fait, l'outil permet de créer une statistique sur la consommation temps réel, une statistique temps réel, sur finalement une portion de territoire. Si vous avez 20 000 habitants, il suffit qu'il y en ait une centaine ou 200 et qui fournissent l'information à Google sur la consommation à ce moment de ce qui se passe. Et cette information a une valeur aussi importante que l'information que RDF peut faire remonter à tous les fournisseurs d'énergie à la bourse de l'énergie. Et l'intérêt pour Google, c'est de rentrer sur le marché de l'énergie.
Donc on est obligé d'arrêter parce qu'on va prendre trop de retard par rapport. Mais ce que tu dis est toujours intéressant, Jean-René, ça je n'en doute pas. Il y avait une personne qui avait demandé la parole depuis très longtemps, mais est-ce que ça peut être très rapide? Oui, rapide, oui. Bonjour, c'est Théophile Kamoudi, je suis architecte et je fais partie d'un groupe de travail qui s'appelle Morpholab, qui travaille sur la ville intelligente. J'ai deux questions, une un peu technique pour Monsieur Sajot. Vous êtes conscient qu'il n'y aura pas de réponse? Mais rapide, oui. La première, c'est, je voulais dire que l'open data, c'était pas la gratuité, et je suis étonné que vous éludez l'open data en tant qu'élu pour Monsieur Salaberry. Je pense que c'est une question vraiment fondamentale aujourd'hui pour faire du projet urbain intelligent autrement. Et ça m'amène à l'autre question, c'est en disant que, premièrement, est-ce que vous avez des outils? Vous avez parlé de la désolidarisation, hein, de permettre la transversalité entre les différents silos qu'on a eus jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez développé des outils pour ça? Est-ce que vous pouvez dire deux mots? Et l'autre chose qui est pour moi probablement fondamentale en tant que peut-être opérateur de l'urbain, c'est de dire est-ce qu'on a réfléchi à ce que ces données deviennent programmatiques, deviennent non seulement de la gestion, seulement faire en sorte que on ait des places de parking, qu'on ait moins de bouchons, etc., mais que ça devienne des paramètres de projection, de fabrication du projet. Parce que la ville, c'est pas seulement de la gestion, hein, c'est pas seulement on se lève le matin, qu'est-ce qu'il y a comme eau à faire ou énergie à économiser, mais c'est aussi des projets à construire. Et je pense que pour ça, il faut que ces données-là deviennent des éléments de projet. D'accord. Donc en fait, la plateforme qu'on a développée au travers de ces projets, elle s'appelle Intelligence Operation Center. Donc c'est en fait un outil, donc il est temps réel et prédictif. Hein, donc ça veut dire que c'est vraiment pour capter du temps réel, le comparer par rapport à des attendus et prendre des décisions derrière. Il est totalement ouvert, on peut intégrer plus de 130, je crois, types de données différents. Et l'idée, c'est vraiment d'être une plateforme neutre, quel que soit le type de données. Donc ça peut être un niveau d'agrégation de quartier, bâtiment, non, c'est trop petit, mais au niveau de quartier, de ville, de territoire, etc. Et après, il a été décliné dans les références que j'ai évoquées sur la partie gestion de trafic, gestion de risque, gestion de l'eau et fondation énergétique. Voilà.